Je suis très Bonjour. heureux, Ah, vas-y, tu peux démarrer maintenant. je suis très heureux que la mission m'ait choisi d'animer ce temps de rencontre avec vous. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir à cette troisième intervention des 17e rencontres d'Espace Mars. Donc, j'ai pour mission de vous présenter, ce qui n'est pas très, très facile parce que j'ai regardé Wikipédia et j'ai plusieurs pages à lire. Alors j'ai décidé de réduire à trois choses. Souligner Ouais, votre long je suis pas très passage. en forme, mais les virus ne passent pas par la connexion. Je suis immunisé. Voilà. Donc, votre long passage par Bamako et par le Mali depuis 1972, c'était un premier lien. La deuxième chose, c'est, je dirais, vous êtes écrivain, dramaturge, philosophe, tout ça est très complémentaire et je suppose très imbriqué dans votre personnalité, mais vous avez cherché à explorer les voies possibles d'émancipation humaine en essayant de prendre en compte les impasses du mouvement de transformation sociale tel que nous l'avons connu au XXe siècle et peut-être dont les origines sont dès le XIXe. Donc, on est au cœur d'un sujet que nous essayons de traiter. Et puis la troisième chose qui me fait plaisir dans notre rencontre, c'est que très modestement, je m'essaye moi aussi à la mise en scène. Et donc, j'ai l'impression de parler à un confrère. Voilà, très modestement ou un enfant de ce confrère. Euh, le thème central pour ces 17e rencontres, c'est le thème de la révolution. Oui, Euh, et vous la mettez en lien dans les propos, nous allons vous entendre maintenant, avec les questions des alternatives, révolution alternative. Et j'ai noté, alors peut-être vous nous en direz un mot, que sur la petite vignette qui vous présente dans le programme de ces rencontres, il y a la couverture de votre antépénultième livre, si j'ai bien compté, qui est L'art est un faux Dieu. Alors, je ne sais pas si vous allez prendre appui, notamment sur ce livre, sur les rencontres avec le photographe, etc., pour illustrer votre propos. En tout cas, désormais, je me tais. bien. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis réellement un peu, enfin, pas vraiment en forme. Je vais essayer quand même de tenir le coup pendant cette rencontre, en vous donnant un certain nombre d'idées et après ça, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse faire des va-et-vient, etc. Ça sera moins périlleux pour dans mon état. Révolution alternative. L'idée de révolution qui est centrale dans le mouvement communiste, dans le mouvement ouvrier occidental, pardon, elle est très liée à l'idée marxiste de la détermination en dernière instance. Idée marxiste et je pense aussi occidentalo-centrée, c'est-à-dire qu'il y a un lieu auquel il faut toucher pour tout transformer. Il y a une sorte de moteur de l'émancipation qui est l'exploitation du travail par le capital et la lutte des classes qui le met en cause, qui la met en cause. Euh, elle détermine en dernière instance tous les autres aspects de la vie sociale. C'est une thèse qui a été très souvent exprimée, travaillée dans le mouvement marxiste, dans le mouvement ouvrier d'Occident, puisque le mouvement ouvrier s'est principalement développé en Occident, en tout cas au départ. Maintenant, il y a d'autres parties du monde où on peut dire qu'il existe. Euh, et donc, à l'idée de révolution, c'est-à-dire le moment, l'événement où on travaille sur cette détermination en dernière instance pour la faire basculer, je préfère réfléchir à l'idée d'alternative, c'est-à-dire au contenu de ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi est-ce qu'on veut
éventuellement toucher à l'éventuelle et problématique détermination en dernière instance, qu'est-ce qu'on veut en faire? Ce qui fait on ne divinise pas l'événement historique, toujours un peu aléatoire, mais on travaille sur l'alternative elle-même. Je vais prendre un exemple qui est frappant et qui est, je crois, très illustratif. C'est celui de la sécurité sociale. L'avènement de la sécurité sociale, pour moi, est un domaine, un territoire dans lequel fonctionne le principe communiste de chacun selon ses capacités de cotisation, à chacun selon ses besoins de santé. C'est-à-dire qu'il nous fait complètement sortir qui nous fait complètement sortir de du rapport marchand et aussi potentiellement du rapport capitaliste, en tout cas en partie. Euh, Ça a eu un effet énorme sur notre société, même sur la nation, je dirais, parce que je pense qu'en France, il y a une idée très haute, une idée éthique, une conviction morale très haute qui est, dans un pays comme la France, on ne va pas laisser quelqu'un mourir parce qu'il n'a pas l'argent pour se soigner. Et ça, c'est très, très partagé. On peut dire qu'une très grande partie des habitants de la France a ce sentiment au fond du cœur. Et ça veut dire que l'invention, l'ouverture d'un territoire communiste dans l'accès à certains biens, là les biens, c'est les soins de santé, a produit des effets qui n'existent pas par ailleurs, surtout aujourd'hui où on voit l'invasion de l'imaginaire marchand, euh, qui a pour moi un symbole qui dépasse tous les autres, c'est la publicité des magasins Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Je pense que si on réfléchit 2 secondes, on saura que rien de ce qui compte pour nous n'existe à prix Leclerc. Mais pourtant, ça passe, il le passe, il le ressasse, etc. Parce que ça rencontre aussi un autre aspect de notre imaginaire, de nos évidences, que rencontre dans l'autre sens la sécurité sociale. L'autre point que je voudrais aborder, c'est le fait que cette idée de la détermination en dernière instance, elle est liée à une représentation de l'histoire et des crises qui n'appelle vraie crise que les crises de type économique. En fait, aujourd'hui, notre société planétaire est placée devant 3 crises énormes qui ont évidemment des rapports parfois très intenses entre elles, mais qui ne sont pas superposables, qui ont une relative autonomie l'une par rapport à l'autre. Les 3 crises, c'est la crise écologique, bien sûr, c'est-à-dire un certain rapport au monde et à la nature qui met en danger la survie de l'espèce humaine. Et donc, avant que ça ne nous tue, ça nous gêne quand même beaucoup, ça noie quand même beaucoup de gens, ça donne faim à beaucoup de gens, etc. La deuxième crise planétaire, c'est les déséquilibres planétaires post-coloniaux, c'est-à-dire on est sur une planète où une partie énorme de la richesse, du pouvoir, etc., est concentrée dans une petite partie géographique et culturelle du monde, avec des différences absolument vertigineuses, hein. Quand la colonisation française s'est terminée au Mali, après 80 ans de gouvernement de ce pays par la République de Jules Ferry, de l'école gratuite, etc., le taux de scolarisation des enfants maliens, c'était 9%. Donc ça dit bien qu'on est dans une situation où il y a une énorme crise. Cette crise, on la voit, elle est dans notre débat parce qu'elle pousse énormément de gens à quitter leur pays pour venir là où il y a l'argent. Et moi, ce que je vois au Mali, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure,
Ça fait plus de 50 ans que je vis entre les deux pays. Ce que je vois, les gens qui partent, c'est ma mère avait besoin d'être soignée, elle ne pouvait pas payer l'ordonnance, moi je ne pouvais pas l'aider, etc. Je suis un homme, je ne peux pas laisser ma mère, ou je suis une femme, je ne peux pas laisser ma mère comme ça, il faut que je trouve quelque chose à faire. Je vais risquer ma vie, traverser la mer, et là je trouverai des solutions. Donc, donc on est dans une situation qui pose des problèmes à la société française. Prenez le temps, hein. Pardon. On le voit bien, on le voit bien avec l'actuelle campagne de l'extrême droite et même de la droite, hein, contre l'immigration. Et on entend très rarement, tiens, mais au fond, si on travaillait à ce que les gens n'aient plus besoin de fuir. Et puis la troisième crise, c'est effectivement, pardon, c'est effectivement la crise du capitalisme qui est passée de l'argent roi à l'argent fou. On le voit avec Elon Musk, etc. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont un capital qui correspond à des véritables gouvernements privés. On est dans une nouvelle configuration. On a des fonctions humaines, comme par exemple les réseaux, qui touchent des milliards d'êtres humains qui sont gouvernés par la dictature du capital directement. On voit que des pays comme les États-Unis s'inclinent, s'agenouillent devant les milliardaires et se donnent à eux en pensant qu'ils ont réussi quelque chose et que peut-être un peu de ruissellement et un peu de miettes arrivera. Et donc, évidemment, cette crise est très importante. Cette crise financière, elle joue beaucoup sur les représentations et il faut lui donner une réponse qui n'est pas très donnée aujourd'hui parce qu'on ne voit pas beaucoup de gens qui disent il faut renverser les gouvernements privés capitalistes et que ce qu'ils dirigent soit géré démocratiquement, c'est-à-dire par la volonté du peuple. Les causalités, les perspectives de chacune de ces crises se croisent, mais elles ont toutes des chemins partiellement autonomes. C'est-à-dire que la question écologique, il y a des aspects qui sont, par exemple, il faut qu'on travaille sur la diversité biologique. Et ça, c'est un travail qui n'est pas directement lié au renversement du capitalisme. Les déséquilibres planétaires post-coloniaux, il y a un des éléments essentiels de cette affaire-là, c'est le racisme, c'est-à-dire l'idée désormais majoritairement inconsciente, ce que j'appelle moi le- ce qu'on appelle souvent le racisme systémique, moi que j'appelle plutôt le racisme sédimentaire, c'est-à-dire qu'on est sur un socle, on marche sur un socle, même si on est antiraciste, qu'on fait beaucoup d'actes contre les discriminations, il y a des choses qu'on n'arrive pas. On a par exemple intériorisé le fait que les races existent. Moi, mon fils, la maman de mon fils est malienne. Mon fils peut pas dire qu'il est blanc, comme son papa. C'est-à-dire, mon propre fils n'est pas de la même race que moi. Et ça, c'est intérieur en nous. C'est-à-dire que lui, il aime provoquer en disant, je suis blanc. Et quand on dit, mais non, t'es pas blanc. Si, je suis blanc, mon père est blanc. Pourquoi je suis pas blanc? Les gens vont chercher une raison. Peut-être qu'ils cherchent à se faire mousser, etc. C'est-à-dire que c'est très profondément en nous. Et ça, c'est pas le renversement du capitalisme qui va le changer. Donc, il n'y a pas de détermination en dernière instance. Trois crises euh, euh, fondamentales. Et ensuite, je crois qu'on peut réfléchir aussi. On a vu les dangers de l'idéologie du basculement global avec l'Union soviétique, le communisme gouvernemental, hein, c'est-à-dire qui a produit des dictatures. Et c'était presque inévitable. C'est-à-dire que si on a fait basculer le monde, vous continuez à vous comporter comme avant, ce que j'explique par exemple par rapport au racisme, c'est donc que vous êtes un traître. Donc on va vous mettre en prison, etc. Donc il y a toute une
un énorme problème du mouvement de transformation sociale et du mouvement d'émancipation qui est lié à cette idée du basculement global. Alors, on l'a, par exemple, le Parti communiste français là, s'en est éloigné, mais néanmoins, ça reste quand même lié à l'idée de révolution et à l'idée de détermination en dernière instance. Alors, où est-ce que j'en suis? Et donc, est-ce qu'on peut faire territoire par territoire? J'avais commencé mon propos par la sécurité sociale. Il est très intéressant de regarder quels sont les territoires qui sont gérés de façon communiste, c'est-à-dire de chacun selon ses besoins, non, de chacun selon ses capacités de cotisation, d'impôts, etc., ou capacité personnelle, à chacun selon ses besoins. Euh, il y a des domaines auxquels on ne pense jamais, mais qui sont pourtant énormes, économiquement énormes, la voirie, l'éclairage public. Bon, il y a l'école, évidemment, la santé. Et puis, il y en a des nouveaux. Par exemple, il y a de plus en plus de villes qui font les transports publics gratuits. Il y a, avec des effets très intéressants. Par exemple, un bus gratuit, c'est un bus dans lequel on ne fraude pas. Donc, les jeunes gens qui montent dans le bus et qui n'ont pas les moyens de payer ou qui ne veulent pas se les donner, passent devant le chauffeur ou la chauffeuse, je ne sais pas comment on dit, euh, et bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour jeune homme, tiens, tu as des places au fond du bus. Et le contrôle est tombé. Et donc, on a constaté, statistiquement, ça a été vérifié, dans toutes les villes qui ont fait ça, il y a une énorme baisse des prédations dans ces bus. Parce qu'il y a une espèce, ça devient un lieu commun, ça devient euh, un lieu de vie normale. Et un des aspects, c'est un autre aspect du communisme, c'est le dépérissement du contrôle, c'est-à-dire le dépérissement de l'État. Il n'y a plus besoin de flics pour que les gens se comportent bien dans un bus gratuit. Alors, il y a toujours évidemment des problèmes, hein, ça n'abolit pas tous les problèmes, mais disons que statistiquement, on a vu une baisse très importante des incivilités, des dégradations, etc., dans ces bus gratuits. Je pense encore à un autre domaine où il y a quelques tentatives qui ont été faites et que je trouve, enfin, qui vous paraîtra peut-être bizarre, mais que je trouve très intéressant, c'est la gratuité des obsèques. Il y a plusieurs villes qui ont fait la gratuité des obsèques, c'est-à-dire votre proche décède, occupez-vous de votre deuil, occupez-vous nous, vos compatriotes de la ville, on va s'occuper de tous les frais, de toutes les complications pratiques qu'il y a avec cet événement. Vivez-le pour son sens personnel. Et quand on voit le coût des obsèques ou des funérailles, c'est pas du tout négligeable. Il y a vraiment les deux aspects. Il y a l'aspect moral, c'est-à-dire c'est quand même une belle chose que de dire on est avec vous dans ce moment de peine et la gratuité, c'est-à-dire le fait que le marché n'entre pas là-dedans et que Leclerc gagne pas d'argent avec notre mort, bah, c'est peut-être pas plus mal. Et par contre, donc là, on a des territoires, c'est-à-dire qu'on a des espaces de l'existence qui échappent au pouvoir du marché du capitalisme et à l'imaginaire marchand. Euh, je pense un des problèmes qu'ont eu les révolutions communistes et les États communistes dans le passé, c'était de ne pas laisser sa place au marché. Le marché doit avoir une place et sa place, c'est la place du marché. Il y a un vieux proverbe français qui dit de l'argent, qu'on pourrait d'ailleurs dire du marché, bon esclave et mauvais maître. Il est devenu maître et c'est un mauvais maître. Mais par contre, une chose qui pesait sur les gens dans les sociétés des pays communistes, c'était là où l'absence de marché touchait à leur liberté. J'ai envie de m'acheter une chemise verte, il n'y en a pas sur le marché, je ne peux pas en acheter parce que
le parti a décidé que les chemises, il n'y aurait pas de chemise verte. Qu'est-ce qu'on va manger à midi, etc. C'est-à-dire qu'il y a une partie du marché, c'est pour ça que je dis à dessein la place du marché. Quand on va sur le marché, on peut choisir, donc il y a une espèce de, de petit canton de la liberté qui est lié à l'existence du marché, qui n'est pas d'ailleurs en l'occurrence un marché capitaliste ou qui peut ne pas l'être. Euh, sur les autres crises, sur la crise écologique, je crois qu'on peut regarder avec beaucoup d'intérêt les expériences qui sont faites. Je pense moi à la biovallée de la Drôme, où il y a beaucoup de petites communautés qui se sont créées, qui décident volontairement de vivre avec très peu d'argent, de ne pas jeter les biens, d'échanger, etc. Et qui vivent dans la joie, dans le bonheur. Ils sont pas, enfin, le bonheur, évidemment, il y a toujours des occasions de ne pas l'avoir, de le voir partir, mais qui vivent, c'est des endroits réellement agréables à voir. Donc là aussi, on voit une façon de sortir d'un territoire pour des raisons écologiques, de créer un territoire qui est libéré de la folie de la destruction de la planète. Je pense aussi, par exemple, à tous les pays. Alors, c'est le cas pour les peuples originels de ce qu'on a appelé l'Amérique, mais c'est le cas aussi pour les civilisations anciennes d'Afrique. Par exemple, en langue bambara, le mot propriété n'existe pas. Et il y a un mot qui est tiya qui va plutôt signaler une responsabilité. Par exemple, je ne peux pas être propriétaire d'une forêt, parce que si je suis propriétaire d'une forêt, j'ai le droit d'en user, d'en abuser, d'en tirer profit, de couper tous les arbres, de mettre du soja à la place, etc. Au Mali, quand on vient dans un village, on va voir le responsable du village. On lui dit qu'on a besoin d'un champ pour nourrir la famille. Il va nous confier un champ. Ce champ, on en a une vraie possession, mais qui est une possession d'usage, une propriété d'usage, et qui va faire, par exemple, que dans les grandes confréries maliennes qui transmettent la philosophie ancienne du pays, si on coupe un arbre, on s'excuse auprès de l'arbre et on verse une libation. Donc là encore, on voit que il y a des territoires et ça gêne le capitalisme parce que quand, quand on dit aux pays africains retour à l'ordre constitutionnel normal, ça veut dire retour au droit sacré de la propriété, qui n'existait pas dans les institutions anciennes de ces pays et de ces peuples. Donc, là, je crois. Et puis, évidemment, sur la question des déséquilibres planétaires postcoloniaux, tout l'aspect symbolique qui a une énorme importance parce que le racisme, ça pollue vraiment la vie de millions des nôtres. Ça ne dépend pas. Lutter contre, travailler ces représentations, travailler les échanges qu'on a, etc., pour en enlever ce racisme sédimentaire dont je parlais tout à l'heure, c'est un travail qui ne dépend pas d'une révolution, même si une révolution n'est pas forcément négative par rapport à ça. Donc la révolution, pour moi, elle est un moment possible, un moment d'accélération qui peut être bien utilisé, mais l'important, c'est pour moi le contenu émancipateur de ce qui vient à la place par rapport à un état du monde qui est marqué par ces trois crises, ce qui n'était pas le cas au XVe siècle, au XIVe siècle. Donc, je sais pas, peut-être j'en ai assez dit et puis qu'on peut. Vous en avez déjà dit beaucoup pour nous stimuler. Mais je souhaite d'abord donner la parole aux personnes présentes qui ont employé, vous n'étiez pas encore là, parfois le même vocabulaire, et notamment sur cette notion de basculement. Donc j'avais envie de passer la parole à Michel, mais tout le monde, bien évidemment, peut intervenir. Oui. Par rapport à la gratuité, le développement de la gratuité possède beaucoup d'avantages que vous avez rappelés,
est-ce qu'il n'y a pas une sorte de force de rappel à l'encontre du développement de la gratuité? C'est le développement de l'idéologie anti-impôt, qui est une des caractéristiques de la société actuelle et qui a une certaine portée, y compris dans les milieux populaires, en haut de la pyramide. Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que il y a l'idéologie anti-impôt, c'est-à-dire l'idée que et puis le monopole marchand sur le fonctionnement sur la représentation du fonctionnement de la société. C'est-à-dire que la gratuité, il y a plusieurs sortes de gratuité, hein. Il y a des gratuités, par exemple, euh, je prends souvent cet exemple-là, si je suis puériculteur, je vais faire des gestes qui donnent du sens à ma vie avec les enfants d'autrui et on va me payer, m'acheter mon activité moyennant un salaire. Si je fais les mêmes gestes avec mon propre enfant, c'est sans prix et ça a plus d'importance. Donc, et cette gratuité-là, elle ne demande pas, elle ne vient pas des impôts. Mais il y a toute une série de gratuités. Je parlais je parlais des la voirie, par exemple. Ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Et donc, il faut payer ce coût. Et donc, il faut imaginer, c'est le grand mouvement très progressiste de la fin du 19e et du début du 20e pour la création de l'impôt sur le revenu. Il y a des choses qu'on va enlever au rapport marchand, c'est-à-dire on va faire en sorte que ça soit à disposition de tout le monde en fonction des besoins, mais qui ont un coût. Et pour financer ce coût, on va trouver un financement solidaire et non pas un financement marchand. Donc effectivement, la façon dont peu à peu notre imaginaire a été vampirisé par le marché, et là, ils ont des moyens énormes, hein. Elon Musk, il a des moyens pour faire comprendre que c'est son système marchand qui est bon. Et nous, on est un peu pas très, très, très présent sur ces questions-là, je trouve. Mais sinon, tout à fait d'accord, il faut effectivement parler plus, peut-être d'ailleurs changer les mots, hein, plus parler de les formes de financement solidaire, elles sont nombreuses. L'impôt en est une, et le rappeler. Lynn, mais parle fort. Je crois comprendre que vous mettez de côté, vous repoussez la notion de révolution au profit d'une autre démarche qui est celle d'alternative, en valorisant les alternatives déjà existantes et je fais le lien avec l'exposé de Michel Cabane, on pourrait penser que ce sont ces alternatives et d'autres qui participent à l'érosion, dont on parlait Michel Cabane tout à l'heure. Pour moi, c'est tout à fait quelque chose d'intéressant et d'important, avec effectivement un contenu potentiellement contradictoire qui peut faire que ces mêmes alternatives jouent aussi bien dans le rôle de quelque chose qui est un contenu révolutionnaire au sens de transformer les valeurs et mais ça peut aussi totalement aller à l'inverse et conforter le modèle en place. Donc c'est déjà un peu compliqué, mais c'est tout à fait important sans doute de s'arrêter là et de faire agir toutes ces alternatives possibles. Après, je suis un petit peu gênée quand vous évoquez, donc pour éloigner la notion de révolution, parce que ce que j'ai compris, hein, vous appuyez sur le fait que notre perception de la révolution Grand Soir est attachée essentiellement à l'aspect économique du moment révolutionnaire, et cela en disant que c'est un peu la pensée marxiste qui nous enferme dans quelque chose d'effectivement réducteur. Moi, je suis convaincue que c'est réducteur, alors que je ne suis pas. Alors, je ne suis pas une experte, loin de s'en faut. J'ai juste eu quelques petites sensibilisations, il y a bien longtemps de cela,
contre le marxisme, mais j'ai en mémoire très forte, justement, ce qui était très important dans l'appareil à penser qu'on nous proposait, à savoir ces trois échelons, structure, infrastructure et superstructure, qui étaient toujours dans un rapport dialectique. Pour moi, il n'y a pas de déterminisme, un déterminisme en dernière instance. essentiel. Il y a toujours cette machine constante entre justement l'économie, les structures que la société se donne avec tout ce qu'elles vont transporter dans la manière de mettre en œuvre et de faire vivre, et puis la sphère idéologique que tout cela construit, mais en même temps qui interagit sur le fait qu'elle va le faire vivre. Et c'est vrai que voilà, je trouve qu'on ne peut pas rejeter cette dimension-là du marxisme, enfin, à mon avis. Moi, j'ai du mal à entendre que cette idée de déterminisme premier de l'économie. Oui, alors je ne cherche pas du tout à repousser la révolution, mais je veux dire ici qu'elle n'est pas le but, elle est l'outil. Elle est un outil, un des outils dont on peut avoir besoin pour élargir le champ d'un monde émancipé, d'une existence émancipée. Je vais prendre un exemple, vous évoquez le racisme. La Révolution française, il y a un des plus beaux moments, pour moi, un des moments les plus lumineux de la Révolution française, c'est quand un député est arrivé de Saint-Domingue, un ancien esclave, est arrivé, entré à l'Assemblée nationale. C'était une des premières fois qu'un homme noir, qu'un homme classé noir entrait dans cette assemblée. Il était député. Il a plaidé contre l'esclavage. L'Assemblée s'est levée en pleurant, a aboli l'esclavage, et tous les esclaves des colonies françaises ont été déclarés citoyens, électeurs et éligibles. C'est une transformation énorme qui demandait à la fois un bouleversement économique, et écologique d'ailleurs, enfin, et une modification qui montrait une modification des pensées qui montre que l'outil révolutionnaire a été essentiel là-dedans. Par exemple, les rapports de police sur cette période disent que dans tous les cafés de Paris, on parlait de ça. Et que les gens, dans les cafés, les discussions qu'il y avait, c'était favorable à l'abolition de l'esclavage et scandalisé par l'esclavage. Donc le mouvement révolutionnaire, la tête coupée du roi et de la reine, etc., avait provoqué un ébranlement général donc dans le fonctionnement de la société et fait bouger les autres aspects. L'important pour moi, c'est pas la révolution, c'est le résultat, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, le fait que des millions d'entre nous aient cessé d'être les choses et les marchandises d'autres d'entre nous. Et donc, c'est ça, si vous voulez, c'est plutôt penser l'alternative plutôt que de la mettre à la place de révolution. Se dire, la révolution, c'est un outil qui peut être vraiment énorme, qui peut permettre des avancées phénoménales. Euh, Quelles avancées? Et si ces avancées, on peut les avoir sans la révolution, n'hésitons pas. C'est ça un peu ma réflexion. Et défendons-les. Très rapidement, je veux dire que malheureusement, en 1802, Napoléon a remis l'esclavage. Oui, justement, c'est très intéressant. Révolution contre révolution. C'est-à-dire, Napoléon a remis l'esclavage sans état d'âme, avec une violence inouïe. On oublie la violence phénoménale de cette contre-révolution, hein. Je ne sais pas si j'ai la permission, mais je peux vous dire un supplice qui avait été imaginé par cette contre-révolution qui fait froid dans le dos. Les gens qui avaient participé à la résistance au rétablissement de l'esclavage, on les mettait dans des cages, les pieds dans des étriers, les mains attachées à des chaînes, avec une lame entre les jambes. Et ils mouraient en tombant dessus, en se relevant, en tombant dessus, en se relevant. C'était à vue du public. Donc on avait un terrorisme effroyable
qui était sorti de cette contre-révolution et qu'au fond, d'ailleurs, on a quasiment oublié parce que on ne se rend pas compte que cette histoire-là a produit des drames de ce type. Donc, c'est l'action de Napoléon, par exemple, doit-on, enfin, moi, je suis un peu engagé là-dedans, doit-on honorer Napoléon? Non. La place de Napoléon n'est pas d'être mis à la place d'honneur, c'est d'être mis à sa place dans les livres d'histoire. Et il y aura des choses qui sont, par exemple, il a créé le code civil, des choses comme ça. On peut en discuter beaucoup plus calmement que de ce dont je viens de vous parler. Et puis il y a des choses, des crimes tellement odieux qu'on ne peut pas se permettre de mettre ce type à la place d'honneur. C'est qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, qu'est-ce qu'on dit à nos voisins en mettant des gens qui ont fait les horreurs que je vous ai racontées. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il se passe quelque chose d'assez intéressant autour de l'abbé Pierre, qui était un homme qui a fait un bien fou et en même temps qui a commis des crimes. Le fait qu'il a commis des crimes fait qu'on l'enlève de la place d'honneur. Ça n'empêche pas les gens. Moi, par exemple, je pense, je l'admire ce que l'abbé Pierre a fait pour les sans-abri et je déteste ce qu'il a fait contre la liberté des femmes. Et ça fait que pour moi, c'est bien que les gens qui sont liés à l'abbé Pierre aient décidé d'enlever ce qu'il mettait à l'honneur, c'est-à-dire les noms, rue de l'abbé Pierre, centre abbé Pierre, etc. Par contre, il reste dans l'histoire. Il faut qu'on commence à se calmer sur ces questions. Hein. C'est pas, il y a rien de fou, de psychopathique, à simplement se dire, regardons notre histoire. Il y a des gens qui sont bien placés dans un musée, bien placés dans un livre d'histoire, et mal placés dans une statue qui les honore. Et vous avez raison quand même de signaler, de rappeler cet acte de Napoléon Bonaparte. D'autres questions? D'autres interventions? Moi, j'ai envie de provoquer un petit peu. Provoqué. Non, mais je suis un peu extérieur à ces débats, etc. Bon, je viens toujours avec une grande amitié, mais je ne suis pas véritablement dans ma maison. Et j'ai envie de dire, mais tout ça va être très long et dépasse le temps de ma petite vie. Le grand soir, il est instantané, c'est le grand soir. Donc je pouvais espérer qu'un jour il vienne. J'essayais d'agir modestement pour ça. L'approche élément par élément, territoire par territoire, elle est effectivement très, très passionnante parce qu'elle est riche. Derrière chaque élément, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de volonté et ça bouscule des idées préconçues. Mais je ne vois pas à quel temps, dans quel délai, l'avenir meilleur peut être espéré. D'autant plus que pour ce qui est du capitalisme, il y a la résistance. Et je la vois au quotidien, je la vois depuis que je vote. Et je la vois encore la semaine dernière, ce soir et demain, paraît-il, ou jeudi. Voilà. Donc, je trouve ça très, très bien cette finesse d'analyse, cette modestie d'action, parce qu'elle est réaliste, plutôt que de faire semblant, on peut faire peut-être réellement, mais ça m'angoisse terriblement. Bon, désolé vraiment pour l'angoisse. Pour l'angoisse, mais je vais m'en sortir, ça va aller, ça va aller. Et je suis désolé aussi de vous avoir tutoyé, maintenant que je sais qu'on n'est pas de la même famille. Euh, Non, mais mais c'est pas grave. En Bambara, il n'y a pas de tu, il n'y a il pas faut vous. élargir le cercle de la famille, donc ça va très bien tout ça. Voilà. Donc, ça c'est ce que vous dites est important. Parce que le, la révolution est toujours une accélération. Je l'ai évoqué avec l'abolition de l'esclavage. Ça a mis beaucoup plus longtemps dans les autres pays. Hein. Regardez les États-Unis, tout ça. Et d'ailleurs, les États-Unis ont connu un événement révolutionnaire qui était la guerre de sécession. Mais la Révolution française a fait accélérer. Je peux vous dire que pour
les travailleurs de Saint-Domingue qui avaient cessé d'être esclaves et qui devenaient libres, euh, c'était un sacré grand soir. C'est-à-dire que là, leur vie avait vraiment, ils n'étaient pas débarrassés du capitalisme, ils n'étaient pas débarrassés de la pauvreté, etc. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui a vraiment bougé leur vie. Et en général, tous ces grands mouvements, ces accélérations, ils peuvent venir, c'est pourquoi la révolution est pour moi souhaitable, ils peuvent venir par la révolution, mais il ne faut pas attendre de la révolution qu'elle résolve la totalité des choses, il faut regarder le résultat concret. L'exemple, j'ai donné l'exemple de la sécurité sociale, je peux ajouter l'exemple de l'école gratuite. Ces deux énormes transformations, c'est-à-dire qu'on a enlevé une part énorme de l'activité humaine à la direction du capital. C'est venu à chaque fois dans des moments d'ébullition politique très forte. La fondation de la République, après la Commune, la fin de la guerre de 70, de 1870, et l'invention d'une République, la Troisième République, et l'Église catholique s'étant mise frontalement contre l'instauration de la République, ça l'a amené à réfléchir et à se mobiliser pour l'école catholique privée et contre un service public de l'école. Et là, il y a eu quelque chose qui, effectivement, a brutalement changé. Et ça a changé la vie de millions d'entre nos grands-parents, hein, qui ont pu aller à l'école, etc. C'est pas, bon, la vie ne sera pas, la révolution n'est pas une baguette magique qui nous rend heureux, mais elle nous rend plus libres. La sécurité sociale, c'est les combats de la résistance. C'est-à-dire un phénomène extraordinaire, c'est-à-dire qu'après les combats de la résistance, l'élaboration du programme de la résistance, on a un gouvernement dirigé par un homme de droite, un militaire de droite, et qui confie à un ministre communiste la question de comment on gère la santé en dehors d'une gestion marchande. Et ça, c'est parce que tout a bougé. C'est la libération qui est un de ces moments où c'est pas la même chose avant et après. Elle a permis ça aussi. Donc je veux pas du tout mettre la révolution en jeu. Je pense que chaque fois qu'elle est pensable, possible, elle peut être un moment d'accélération formidable, mais mettre au cœur de la réflexion et du projet l'alternative qui en sortira ou qui n'en sortira pas. Et voir, et si l'alternative peut sortir en dehors de la révolution, ne pas s'en priver. C'est tout. C'est pas un J'aurais dogmatisme. juste une petite. Enfin, je sais que Jean, tu souhaitais intervenir. Oui, pas indispensable. On voulait simplement en rajouter un peu à votre angoisse existentielle en disant que je fais partie des interprètes de Marx qui considèrent que, parce que c'est lui qui l'a écrit ainsi, le communisme est la fin de l'histoire humaine. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la violence dans mon esprit. C'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est un processus. La révolution, c'est le cheminement, c'est pas la fin. Alors, il ne faut pas dévoiler. Vous faites des communications un peu du matin, justement. Je ne veux pas tout dire. Mais si vous voulez, voilà, je veux en rajouter. Je suis là, je dis. Moi, j'ai juste une. Michel, oui, vas-y. C'est modeste de concevoir les choses comme ça, en gros, à petits pas. Et moi, j'avais envie de dire que je pensais que c'était vraiment pas modeste, parce que précisément, si on veut que ces alternatives qu'on essaye de développer dans un but d'érosion parallèle à la volonté de dépasser réellement le capitalisme, eh bien, et pas seulement des petites alternatives pour se mettre un peu à l'abri le temps que ça dure, eh bien, je pense qu'il faut être drôlement exigeant, drôlement tenace pour s'assurer que l'alternative, elle tient la route dans la bonne voie, qu'on a bien choisi les bons paramètres, que les gens qui sont dans le coup sont les bons. C'est forcément un format démocratique, c'est hyper difficile. Donc, je pense que c'est toujours... Mais la modestie est une qualité, hein, ça je ne l'ai jamais
dénier. C'est pas aussi modeste quand on voit, par exemple, la sécurité sociale. Ça veut dire qu'il y a l'équivalent du budget de l'État qui est géré autrement que par la dictature du capital. C'est quand même Oui, pas aussi modeste. C'est pas simplement une érosion. C'est un mais énorme écoulement. si on reprend cet exemple de la sécurité sociale, c'est un bouleversement magnifique, aucune discussion là-dessus. Mais moi, la sécurité sociale, je la vois menacée quotidiennement. Oui, bien J'ai sûr. j'ai fait ma vie dans les hôpitaux, je travaillais dans les établissements hospitaliers, mais tout ce que j'ai vu depuis les premières circulaires Simone Veil, c'est une catastrophe. Donc, c'est, ça va être incantatoire. La sécurité sociale, oui, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, mais il n'y en a plus. On parle des remboursements des médicaments. Enfin, vous connaissez l'actualité mieux que moi, je suppose. Donc, on ne peut pas rester, à mon avis, sauf comme exemple historique, mais on ne peut pas rester dans cette histoire-là. Il faut regarder ce qui se passe au quotidien, au présent. Et c'est là où je trouve que on va pas peut-être, voilà, on perd peut-être de la force d'action. Alors moi, juste une petite réflexion complémentaire à ce que tu évoques. Quelle peut être dans notre démarche, qui est quand même une démarche où aujourd'hui, on essaye de revaloriser l'intervention citoyenne, l'intervention, je dirais, y compris les acquis partiels ou les conquêtes partielles ou les avancées maîtrisées par tout ou partie des peuples, avec les grandes allégories, je dirais, ou les grands mythes, ou les grands récits qui ont pu être utiles d'ailleurs hein, aux mobilisations, aux combats, aux luttes, et qui donnent effectivement aussi un esprit de suite et un peu de continuité pour se projeter dans l'avenir. Parce que autant moi je suis pour qu'on se réancre complètement, euh, parce que de plus en plus, je pense matérialiste, et pas matérialiste au sens commun, mais au sens philosophique du terme. Et à partir de là, mais en même temps, voilà, comment on arrive justement à bien articuler ces deux moments et à redonner du sens, parce que c'est la question du sens que tu poses. Aujourd'hui, il nous faut reconstruire l'utilité sociale de la sécurité sociale avec tous les jeunes qui n'ont aucune connaissance de comment c'est organisé, comment ça fonctionne, quel résultat, parce qu'il n'y a pas de réflexion qui est générée là-dessus. Donc, d'une certaine manière, on se retrouve aujourd'hui à se poser les questions de nos pères fondateurs, pour dire les choses comme ça, ou enfin en tout cas des générations antérieures qui ont généré des moments révolutionnaires comme la création de la sécurité sociale, et mais pour tout ça, il y a eu des maturations extraordinaires préalables, je dirais, au moment où se produit ce renversement. Donc, comment on redonne envie, parce que c'est quand même ça auquel on est confronté aujourd'hui, envie de faire de la révolution, mais je dirais presque de la révolution au quotidien, quoi. Oui, je pense que dans cette discussion, j'ai l'impression un peu que vous avez imaginé que moi, j'étais pour faire du pas à pas et contre la révolution. Je suis pour la révolution. Mais je pense que l'important n'est pas que c'est un outil. C'est-à-dire que certains pas nous amènent à ce qu'on cherche. Une révolution peut nous amener à ce qu'on cherche ou peut ne pas nous amener à ce qu'on cherche. C'est, il faut, par exemple, être très très attentif aux maturations dont tu parlais. Je pense par rapport au racisme sédimentaire dont je parlais. Je vois, je travaille beaucoup en tant que directeur de théâtre et directeur de compagnie avec un lycée professionnel de la ville où est mon théâtre. Et je travaille aussi, et puis j'ai un fils qui a 23 ans, il vient de terminer ses études, mais enfin il a fait toutes ses études, etc. Et qui est classé métis. Lui, il me dit, papa, pour nous, entre nous, moi avec mes potes, noir-blanc, ça n'existe plus. Et ça, je le vois un peu naître et je le vois aussi naître en Afrique. C'est-à-dire,
il y a quelque chose qui est en train de se passer qui efface. Donc, je pense qu'on peut, il y a des accélérations qu'on peut, parce que là, par exemple, c'est un ferment révolutionnaire, l'humiliation permanente des gens qui sont classés pas blancs. Il y a vraiment une rage qui peut naître de ça. Et nous, on doit y être très attentifs. Même chose, par exemple, pour la question féminine. On la voit entrer énormément dans le renversement du patriarcat et de la domination masculine. C'est, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui peut avoir des moments brutaux et magnifiques, éblouissants, comme la Révolution française et l'abolition de l'esclavage, mais on n'attend pas, on va pas attendre, même si on le prépare. Le préparer n'est pas mal, mais le but, c'est qu'on ait un rapport d'humains qui ont un corps différent, une représentation de leur corps, de leur imaginaire euh, 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 différent, et qui sont faits pour vivre ensemble à égalité. Comment on fait? Et là, c'est pas, il n'y a pas une seule solution déjà. Et c'est un travail qui est que le moment révolutionnaire ne résout pas. Par contre, effectivement, le moment où, par exemple, on donne le droit aux femmes à décider de l'arrêt de leur grossesse, c'est un moment, il y a un avant et il y a un après. Et donc, moi, ce que je veux dire, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des ruptures. Et au contraire, je les souhaite, en fait, parce que là, on voit, enfin, en ce moment, vous voyez comment le monde va mal, hein. Il y aurait une rupture aux États-Unis, ça ne serait pas un désastre. Mais sans parler d'ici, bien sûr. Mais en attendant la rupture, on peut s'appuyer, c'est-à-dire que moi, je m'appuie beaucoup. Quand je vais faire des exposés au lycée professionnel, bon, dans un lycée professionnel de banlieue parisienne, il n'y a pas que des blancs, hein. Je vois comment le fait, là, on peut pas reparler de l'art, dont on parlait tout au début, on fait du théâtre. On a une compagnie qui est malienne, qui vient très régulièrement dans notre théâtre. Quand cette compagnie joue pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie, on a un public dans lequel il y a une majorité de classés blancs comme moi, euh, mais qui va s'identifier à l'histoire qu'on lui raconte. Et donc on a un moment où la question de s'identifier à quelqu'un qui a la peau noire et tout ça, ça perd son sens. Les enfants de l'école, les enfants du lycée, quand ils viennent voir ça, ils rentrent, ça leur fait énormément de bien, parce que c'est des histoires qui viennent d'un monde qu'on a déconsidéré et qui les remet à égalité avec les autres. Et ce moment où on était tous ensemble, où notre gorge s'est nouée ensemble, le rire, qui est une émotion que j'aime beaucoup parce qu'elle est sonore, on rit ensemble, etc. On a produit de la société. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le système considère que supprimer le financement solidaire de la culture, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour rien, parce qu'il se passe là quelque chose qui est de l'ordre de l'alternative. On est dans un autre monde. Et ça fait partie de notre vie. C'est-à-dire qu'après ça, on peut revenir à des clichés, à des fantasmes racistes, etc. Mais pendant un moment, et ça, nous, on peut s'appuyer dessus pour aller vers un moment, peut-être un moment révolutionnaire plus, euh, plus puissant. Je vous remercie tout particulièrement d'avoir fini sur cette évocation du pouvoir politique de l'émotion et particulièrement de l'émotion théâtrale. Et je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je te laisse conclure, Dominique. Non, mais je ne vais pas conclure. Je te remercie, Jean-Louis, d'avoir fait un effort. On s'est retrouvé dans la même situation l'année dernière avec Roland Goury et il faisait parler sa femme, tu te rends compte, à sa place pour pouvoir lui permettre. Mais bon, il a C'est moi qui ai dépassé tout ça. provoqué. Non, non, super. Merci, Jean-Louis. Très, très bien. Et on se revoit ou on se réécoute bientôt, de toute façon. D'accord, Tu et veux, merci tu pour veux dire, l'invitation. veux dire un dernier mot si tu veux? Non, préparer la révolution. Ça me paraît très bien. Je te souhaite bon appétit et à très bientôt. Merci, salut.